Antoine, le fermier solitaire du domaine des Fleurs Blanches, était sur le point d'épouser Éléonore Dubois. Ce matin-là, la promesse d'une nouvelle vie emplissait son cœur d'une joie simple et profonde. Le soleil de midi frappait impitoyablement les toits de tuiles rouges de Sainte-Cécile-du-Vallon, un petit bourg colonial niché au cœur de terre fertile, lorsqu'Antoine Mercier arrêta son cheval devant la modeste église de pierre. Les cloches avaient cessé de sonner quelques instants plus tôt, et le silence qui suivait était plus lourd, plus menaçant que n'importe quelle tempête qu'il avait traversée au cours de ses 30 années d'existence. Personne dans le village ne pouvait imaginer ce qu'il venait d'entendre derrière cette porte de bois sculptée, patinée par des siècles de dévotion et de secrets. Pas même lui, Antoine, ne parvenait à assimiler pleinement les mots qui s'étaient échappés des lèvres d'Éléonore Dubois, la femme qui, dans moins d'une heure, devait devenir son épouse. Antoine descendit lentement de son cheval, le cuir de ses bottes résonnant sourdement sur les pavés inégaux de la place centrale. Le village tout entier s'apprêtait à célébrer le plus grand événement de l'année. Les femmes avaient suspendu des guirlandes de bougainvilliers vibrantes au balcon de fer forgé. Les hommes arboraient leurs plus beaux chapeaux de feutre à large bord, et l'arôme alléchant de plats mijotés et de pain frais se répandait dans les rues sinueuses, promettant une fête mémorable. Mais Antoine n'était plus l'homme simple et heureux qui était entré dans le confessionnal ce matin-là. Il avait passé toute sa vie sur le domaine des Fleurs Blanches, une propriété de plusieurs centaines d'hectares héritée de son grand-père, où il élevait du bétail robuste et cultivait des céréales ancestrales. Il était connu dans toute la région comme un homme travailleur, honnête et, selon les commères du marché, inexplicablement célibataire pour son âge. La vérité était à la fois plus simple et plus complexe. Antoine avait grandi parmi les vaches, les chevaux et les champs de blé, son père étant souvent absent et sa mère décédée alors qu'il n'avait que 12 ans. Il avait appris à être autonome, mais avait aussi développé une timidité presque douloureuse lorsqu'il s'agissait des femmes. C'est cette timidité, cette innocence presque enfantine dans les affaires de cœur, qui l'avait rendu vulnérable. Le père Sébastien, un homme âgé aux barbes blanches et aux yeux bienveillants, avait insisté pour que les deux futurs époux se confessent le matin de la noce. Antoine était entré le premier dans le confessionnal, une structure de bois sombre qui sentait l'encens et les bougies de cire. Ses péchés étaient mineurs, quelques jurons occasionnels lorsque le bétail s'échappait, un ou deux petits mensonges pour éviter des conflits avec les voisins. Rien qui ne nécessita plus que quelques Ave Maria. Il était sorti du confessionnal se sentant léger et purifié, prêt à commencer sa nouvelle vie d'homme marié. Il s'était assis sur un banc à l'arrière de l'église, examinant les fleurs de l'autel et imaginant Éléonore descendant l'allée centrale. C'est alors qu'il l'avait entendue. La voix d'Éléonore parvenait clairement du confessionnal, même si elle pensait évidemment que personne d'autre ne pouvait entendre ses paroles. L'écho particulier de cette église coloniale, avec ses hauts plafonds et ses murs épais, créait d'étranges phénomènes acoustiques qu'Antoine connaissait depuis son enfance. Ce qu'il entendit changea tout ce qu'il croyait savoir sur la femme qu'il était sur le point d'épouser. Éléonore Dubois était arrivée à Sainte-Cécile-du-Vallon 2 ans auparavant, fuyant une vie dont elle n'avait jamais voulu parler. Elle avait 20 ans, des yeux couleur miel et un sourire qui pouvait désarmer n'importe quel homme à des kilomètres à la ronde. Elle travaillait à la boulangerie de Madame Dubois, une femme généreuse et un pilier de la communauté pétrissant le pain et les viennoiseries des avant-l'aube. Antoine l'avait aperçue pour la première fois un mardi pluvieux, alors qu'il était venu au village pour acheter des provisions. Éléonore balayait l'entrée de la boulangerie, fredonnant une mélodie qu'il ne connaissait pas, mais qui s'était ancrée dans sa mémoire pendant des semaines. Il lui fallut 6 mois pour rassembler le courage de lui parler, 3 autres pour l'inviter à se promener sur la place centrale le dimanche après la messe, et près d'une année entière pour la demander en mariage. Il avait balbutié comme un adolescent en lui offrant un anneau d'argent qui avait appartenu à sa grand-mère. Éléonore avait dit oui, les larmes aux yeux, et Antoine avait eu l'impression que sa vie commençait enfin. Pendant les mois de préparation du mariage, Éléonore avait été la fiancée idéale. Elle avait aidé à planifier chaque détail, de la couleur des fleurs au menu du banquet. Elle s'était temporairement installée chez Madame Dubois pour respecter les traditions, et Antoine comptait les jours avant de pouvoir l'emmener vivre au domaine. Ils avaient décidé de se marier à l'église, comme le voulait la coutume, et comme Antoine le désirait profondément. Il avait rêvé de ce moment, de cette union sacrée, de la vie simple et heureuse qu'ils construiraient ensemble. Il s'imaginait déjà Éléonore gérant la maison, riant avec lui sous le soleil, et peut-être, un jour, des enfants courant dans les champs du domaine des Fleurs Blanches. L'image qu'il avait d'elle était celle d'une femme pure, sincère et dévouée, une compagne pour la vie. C'était cette image, façonnée par son cœur naïf et sa solitude, qui rendait les mots qu'il entendait si incroyablement douloureux.
Éléonore n'était pas la femme qu'il avait respectueusement imaginée, vierge de toute expérience et attendant son seul amour. Non seulement elle n'était pas vierge, mais elle avait eu de multiples relations, des liaisons, avec différents hommes au cours des 2 dernières années. Certains étaient des ouvriers des domaines voisins, d'autres des marchands de passage dans le village, et même 1 ou 2 hommes mariés dont Antoine connaissait personnellement les épouses. Chaque nom, chaque description vague qu'elle donnait au père Sébastien, était un coup de poignard dans son cœur. La confession d'Éléonore se poursuivait, dévoilant une toile complexe de tromperie et de duplicité. Antoine, figé sur son banc, écoutait les détails intimes, les lieux, les circonstances de ses rencontres avec d'autres hommes. La douleur était si intense qu'elle en devenait presque physique, une constriction dans sa poitrine qui lui coupait le souffle. Il sentait ses mains trembler, non pas de rage encore, mais d'une incrédulité sidérante. Comment la femme qu'il avait mise sur un piédestal, pour qui il avait patiemment attendu, pouvait-elle être capable d'une telle hypocrisie? Mais le pire était à venir. Ce qui transperça son cœur comme un couteau le plus aiguisé, ce furent ces mots suivants. Éléonore confessa au père Sébastien qu'elle avait accepté d'épouser Antoine uniquement pour son argent et ses propriétés. Elle n'avait jamais ressenti d'amour pour lui, le considérant ennuyeux, inexpérimenté et physiquement peu attrayant. Elle prévoyait de continuer à voir d'autres hommes après le mariage, profitant des fréquentes absences d'Antoine au domaine. Chaque adjectif, chaque phrase méprisante, s'enfonçait plus profondément, déchiquetant son estime de soi et son amour-propre. Il avait été un simple pion dans son jeu, un moyen d'atteindre une sécurité financière, un accès à un statut. Son innocence, sa gentillesse, sa timidité avaient été des faiblesses exploitées sans scrupule. Mais la confession ne s'arrêtait pas là. Éléonore révéla qu'elle avait volé de l'argent à la boulangerie de Madame Dubois pendant des mois, qu'elle avait vendu des informations sur les routes de transport de bétail à des bandits de la région, et qu'elle avait falsifié des documents pour dissimuler des dettes qu'elle avait contractées dans des villages voisins. Antoine écouta chaque mot avec un mélange d'incrédulité, de douleur et d'une colère froide qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. La femme qu'il avait idéalisée, pour qui il avait patiemment attendu, pour qui il était prêt à changer complètement sa vie solitaire, n'était qu'une escroqueuse calculatrice qui avait vu en lui une opportunité facile. Tout ce qu'il croyait être la vérité s'effondrait autour de lui, révélant une abîme de mensonges. Son monde, si soigneusement construit sur des valeurs d'honnêteté et de fidélité, venait d'être réduit en miettes par la voix douce et mielleuse de sa future épouse. Quand Éléonore sortit enfin du confessionnal, un léger sourire sur les lèvres, comme si elle avait juste partagé des peccadilles, Antoine s'était déjà éclipsé par la porte arrière de l'église. Il avait besoin d'air frais, d'espace pour respirer, pour tenter de donner un sens à l'horreur qu'il venait d'absorber. Il marcha dans les rues pavées du village, saluant machinalement les voisins qui le félicitaient pour son prochain mariage. Les dames lui criaient des bénédictions depuis leurs fenêtres. Les hommes lui tapaient dans le dos et lui offraient des verres de mescal pour célébrer. Antoine souriait et acquiesçait, mais son esprit travaillait à une vitesse vertigineuse. La promenade d'Antoine dans les rues animées de Sainte-Cécile-du-Vallon était une mascarade. Chaque sourire qu'il adressait, chaque hochement de tête, était un effort surhumain pour maintenir une façade de bonheur, alors que son monde intérieur était en ruine. Il voyait les guirlandes festives, entendait les rires joyeux, sentait l'odeur des mets de fête, mais tout cela lui semblait étranger, presque grotesque. L'ironie de la situation le frappait de plein fouet, le village célébrait son union avec une femme qu'il venait de découvrir être une manipulatrice et une criminelle. Son esprit, habituellement lent et réfléchi, était maintenant un tourbillon d'options. Il pouvait annuler le mariage, bien sûr. Il pouvait confronter Éléonore publiquement, exposer ses mensonges et ses trahisons devant tout le village. Il pouvait simplement disparaître, monter à cheval et ne plus jamais revenir. Mais aucune de ces options ne lui semblait suffisante. Aucune ne correspondait à l'ampleur de la douleur et de la rage froide qui bouillonnait en lui. Éléonore avait joué avec lui pendant près de 2 ans. Elle avait manipulé ses sentiments les plus profonds. Elle avait profité de son inexpérience et de sa bonté naturelle. Elle avait planifié de ruiner sa vie et de voler son patrimoine familial. Elle avait menti sur chaque aspect de sa personnalité et de ses intentions. Une confrontation directe ne ferait que lui donner l'occasion de manipuler la situation à son avantage. Éléonore était intelligente et avait prouvé qu'elle était une menteuse exceptionnelle. Elle parviendrait probablement à convaincre la moitié du village qu'Antoine inventait des histoires par nervosité prématrimoniale. Non, Antoine avait besoin de quelque chose de plus astucieux,
quelque chose qui exposerait complètement la vraie nature d'Éléonore, d'une manière qu'elle ne pourrait ni nier ni manipuler. Il rentra au domaine, son esprit s'éclaircissant avec une clarté glaciale. Il passa les heures suivantes à préparer sa vengeance avec la même méticulosité avec laquelle il planifiait les semences saisonnières. D'abord, il écrivit une série de lettres. Une adressée au shérif du comté, détaillant les activités criminelles d'Éléonore avec des dates, des lieux et des témoins potentiels. Une autre à la banque régionale, alertant sur de possibles tentatives de fraude liées aux propriétés de la famille Mercier. Une troisième pour le père Sébastien, expliquant ce qu'il avait entendu et demandant qu'il enquête sur les finances de la boulangerie de Madame Dubois. Chaque lettre était rédigée avec une précision clinique, chaque fait étayé par les propres mots d'Éléonore. Puis, il visita discrètement 3 hommes du village qu'il avait reconnus dans la confession d'Éléonore. Utilisant des informations spécifiques que seul quelqu'un d'intime avec elle pourrait connaître, il les convainquit qu'Éléonore avait parlé d'eux publiquement, menaçant de révéler leurs aventures à moins qu'ils ne lui versent des sommes spécifiques. Il n'eut pas besoin de beaucoup mentir, il suggéra simplement qu'Éléonore était plus dangereuse et calculatrice qu'il ne l'avait imaginé, et que ce n'était qu'une question de temps avant que leurs épouses ne découvrent tout s'ils ne prenaient pas des mesures préventives. Le plan final exigeait la coopération involontaire d'Éléonore elle-même, et Antoine savait exactement comment l'obtenir. Il sentait un frisson froid, presque jouissif, parcourir son échine. La vengeance serait un plat qui se mangerait en public, froid et sans appel. Le jour du mariage avançait inexorablement. Antoine, après avoir mis la dernière touche à son plan, se prépara avec une minutie presque rituelle. Il enfila son plus beau costume de charreau, un ensemble noir rehaussé de boutons d'argent, qui avait appartenu à son père. Il se peigna soigneusement, se rasa de près, laissant sa peau douce comme de la soie, et s'aspergea d'une eau de Cologne qu'il avait achetée spécialement pour l'occasion. Devant le miroir, il répéta mentalement son rôle, un fiancé nerveux mais heureux, à l'aube du plus beau jour de sa vie. Chaque geste était calculé, chaque expression répétée, jusqu'à ce que le masque de la joie soit parfaitement en place. Quand il arriva à la maison de Madame Dubois pour chercher Éléonore, il semblait être exactement ce qu'il jouait. Éléonore sortit, vêtue d'une robe de mariée qui avait coûté plus d'argent qu'Antoine n'en avait vu en plusieurs mois. La robe était faite de dentelle blanche importée, avec des manches longues et une traîne qui s'étendait sur plus de 2 mètres. Ses cheveux châtains étaient coiffés en un chignon haut élaboré, décoré de fleurs d'oranger et d'un diadème de perles qu'Antoine ne se souvenait pas avoir acheté. Elle était absolument magnifique, et pendant un instant, Antoine sentit une pointe de douleur pour ce qui aurait pu être si elle avait été la femme qu'il croyait qu'elle était. Éléonore lui sourit, radieuse, et Antoine remarqua que sa performance était parfaite. Yeux brillants, mains légèrement tremblantes d'une émotion apparente, joues rougies qui pouvaient être de bonheur ou de nervosité. La procession vers l'église fut exactement comme il l'avait planifié. Éléonore marchait au bras de Monsieur Robert, le parrain qu'ils avaient choisi, tandis qu'Antoine les attendait à l'autel aux côtés du père Sébastien. L'église était bondée. Toute la population de Sainte-Cécile-du-Vallon et de plusieurs domaines voisins était venue assister au mariage de l'année. Les femmes arboraient leurs plus belles robes aux couleurs vives. Les hommes avaient sorti leurs costumes du dimanche, et les enfants couraient entre les bancs, le visage lavé et les cheveux gominés. Le père Sébastien commença la cérémonie avec les paroles traditionnelles, parlant du sacrement du mariage, de l'importance de l'honnêteté et de la fidélité, et des responsabilités que les 2 futurs époux assumaient devant Dieu et la communauté. Antoine prononça ses vœux d'une voix claire et ferme, regardant directement dans les yeux d'Éléonore. Il promit de l'aimer, de la respecter et de la protéger jusqu'à ce que la mort les sépare. Les mots avaient un goût amer dans sa bouche, mais il les prononça avec la conviction d'un acteur consommé. Éléonore répéta ses propres vœux avec une voix légèrement brisée par l'émotion, et Antoine dut admirer sa capacité à produire des larmes convaincantes au moment exact. Mais quand vint le moment d'échanger les anneaux, Antoine exécuta la première partie de sa vengeance. Au lieu de l'anneau d'or qu'ils avaient choisi ensemble, il sortit de sa poche un anneau de laiton bon marché qu'il avait acheté ce matin-là au marché. Il était ostensiblement faux, avec une finition qui commençait déjà à s'écailler et une pierre de verre que n'importe qui avec des yeux pouvait identifier comme une imitation. Éléonore le regarda, confuse, lorsqu'il glissa l'anneau à son doigt, mais elle sourit et acquiesça comme si tout était normal. Antoine savait qu'elle ne voudrait pas créer une scène publique pour quelque chose d'aussi insignifiant. Quand Éléonore lui passa son anneau, Antoine remarqua que ses mains tremblaient légèrement, mais il n'était pas sûr si c'était par nervosité véritable ou par confusion concernant l'anneau faux. Le père Sébastien continua la cérémonie,
atteignant finalement le moment qu'Antoine attendait avec un mélange d'anxiété et d'anticipation, le moment des objections. Le père Sébastien éleva la voix pour que toute l'église puisse l'entendre clairement. Il parla lentement et solennellement, demandant si quelqu'un dans l'assistance connaissait une raison pour laquelle Antoine Mercier et Éléonore Dubois ne devraient pas être unis par les liens du mariage. Le silence qui suivit fut absolu. Pas même les bébés ne pleurèrent. C'était comme si tout le village avait retenu son souffle en même temps. Et puis Antoine parla. Sa voix résonna claire et ferme dans toute l'église, atteignant jusqu'au dernier recoin du bâtiment colonial. Antoine se tourna directement vers Éléonore, la regardant dans les yeux avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il la remercia de lui avoir enseigné une leçon précieuse sur la nature humaine. Il lui dit qu'il avait appris plus sur la trahison et la tromperie au cours des derniers mois que pendant toute sa vie précédente. Puis, avec la même voix calme et contrôlée, il commença à réciter textuellement les confessions qu'il avait entendues ce matin-là. Chaque nom, chaque date, chaque détail intime qu'Éléonore avait révélé au père Sébastien. Les vols à la boulangerie, les rencontres sexuelles avec des hommes mariés, les plans pour continuer ses aventures après le mariage, son mépris pour Antoine et son intérêt uniquement pour ses propriétés. Éléonore devint pâle comme sa robe de mariée. Elle tenta de l'interrompre plusieurs fois, mais Antoine continua de parler avec un calme terrifiant, une implacable détermination. La congrégation commença à murmurer, puis à parler à voix haute, finalement à crier des expressions de choc et d'indignation. Les épouses des hommes mentionnés se levèrent de leur siège, certaines pleurant, d'autres criant des menaces. Les parents d'Éléonore, qui avaient voyagé depuis un autre état pour le mariage, semblaient avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Mais Antoine n'avait pas encore terminé. Il sortit de son veston les lettres qu'il avait écrites et les remit publiquement. Une au shérif qui était présent à la cérémonie, une autre au représentant de la banque régionale, et une troisième au père Sébastien. Il expliqua qu'il avait documenté des preuves de tous les crimes qu'Éléonore avait confessés et qu'il y avait des témoins prêts à confirmer son témoignage. Puis il s'adressa aux 3 hommes avec qui Éléonore avait eu des aventures. Il les appela par leur nom et leur expliqua qu'Éléonore les avait extorqués, menaçant de révéler leurs infidélités à moins qu'ils ne lui versent des sommes spécifiques. 2 d'entre eux tentèrent de le nier, mais le troisième, un commerçant nommé Étienne Roussel, se leva et confirma publiquement qu'Éléonore l'avait fait chanter pendant des mois. L'église était plongée dans un chaos total, un tourbillon de voix, de cris et d'émotions déchaînées. L'église s'était transformée en un spectacle chaotique. Des gens hurlaient, certaines femmes s'étaient évanouies, et plusieurs hommes s'étaient approchés de l'autel comme s'ils allaient attaquer physiquement Éléonore. Le père Sébastien tentait en vain de ramener le calme, sa voix perdue dans le vacarme. Mais la vengeance d'Antoine avait encore un dernier acte. Il retira l'anneau qu'Éléonore lui avait placé et le jeta sur le sol de pierre, où il se brisa en plusieurs morceaux. Puis il prit la main d'Éléonore et lui retira l'anneau de laiton qu'il lui avait donné, avec un sourire froid que personne dans le village n'avait jamais vu sur son visage. Il lui expliqua que l'anneau faux était approprié pour une fausse fiancée. Enfin, Antoine annonça qu'il avait décidé de faire don de toutes ses propriétés à l'église et de quitter le village cette même nuit. Il déclara qu'Éléonore avait atteint son objectif de lui enseigner la nature des femmes menteuses et qu'il préférait vivre seul ailleurs plutôt que de risquer une autre expérience similaire. Éléonore tenta de parler, tenta d'expliquer, tenta de se défendre, mais ses paroles se perdaient dans le rugissement de la foule indignée. Le shérif l'arrêta immédiatement sous les chefs d'accusation de vol et d'extorsion. 2 des hommes avec qui elle avait eu des aventures furent confrontés publiquement par leurs épouses. Le troisième avait disparu par la porte arrière de l'église, la tête basse. Madame Dubois, la propriétaire de la boulangerie, s'approcha en pleurant pour confirmer qu'elle avait effectivement remarqué des manquants dans la caisse enregistreuse, mais qu'elle avait fait confiance à Éléonore et n'avait jamais voulu l'accuser sans preuve. Antoine observa tout le chaos qu'il avait déchaîné avec une satisfaction froide et complète. Éléonore avait planifié de ruiner sa vie, et, en retour, il avait complètement ruiné la sienne. Mais sa vengeance réservait une dernière surprise pour tous les présents. Antoine s'approcha du microphone que le père Sébastien avait utilisé et demanda le silence une fois de plus. Avec un sourire qui combinait tristesse, soulagement et une pointe de véritable amusement, il annonça qu'il avait menti sur une chose. Il n'allait ni faire don de ses propriétés à l'église ni abandonner le village. Au lieu de cela, il avait décidé qu'Éléonore lui avait fait une faveur en lui montrant sa vraie nature avant le mariage plutôt qu'après. Il avait appris des leçons précieuses sur la confiance, l'intuition et l'importance de connaître réellement les gens avant de s'engager avec eux. Et il avait décidé que,
même si Éléonore s'était avérée être une menteuse et une escroqueuse, cela ne signifiait pas que toutes les femmes étaient pareilles. Antoine termina son discours en remerciant toute la communauté pour son soutien pendant les mois de préparation du mariage et en invitant tout le monde à rester pour le repas qui avait déjà été préparé. Après tout, dit-il avec un sourire genuin pour la première fois de la journée, la nourriture était payée. L'orchestre avait déjà été engagé, et il n'y avait aucune raison de gâcher une bonne fête simplement parce que la fiancée s'était avérée être une criminelle. La foule, qui était passée du choc à l'indignation, puis à la confusion, éclata finalement en applaudissements et en rires. Antoine avait réussi quelque chose que peu d'hommes dans sa situation auraient accompli. Il avait complètement démasqué Éléonore. Il avait protégé son patrimoine et sa réputation. Il avait aidé d'autres personnes du village à découvrir les trahisons qui les affectaient, et il avait maintenu sa dignité et son sens de l'humour tout au long du processus. Éléonore fut emmenée par le shérif, sous les cris de la foule. Sa robe de mariée traînait sur le sol de pierre, se salissant de la poussière et de l'humidité de l'église coloniale. Alors qu'on la sortait de l'église, Éléonore se retourna une dernière fois vers Antoine. Ses yeux, qu'il avait cru remplis d'amour, montraient maintenant un mélange de haine, d'humiliation et de quelque chose qui aurait pu être un respect involontaire. Antoine la regarda calmement et hocha la tête une fois, comme pour dire adieu à une étape de sa vie qui s'était définitivement achevée. La fête qui suivit fut légendaire dans l'histoire de Sainte-Cécile du Vallon. Les invités mangèrent des plats traditionnels, burent du mescal et de la tequila, dansèrent jusqu'à l'aube et commentèrent pendant des années la vengeance la plus intelligente et la plus complète qu'ils aient jamais vue. Antoine dansa avec les dames âgées du village, conversa avec les hommes sur le bétail et les cultures, et reçut des dizaines d'invitations à dîner chez des familles qui voulaient lui présenter leurs filles célibataires. Il refusa poliment toutes les offres romantiques, expliquant qu'il avait besoin de temps pour digérer ce qu'il avait appris sur lui-même et sur les relations humaines. Il promit que lorsqu'il serait prêt à essayer à nouveau, il serait beaucoup plus prudent dans le choix de sa partenaire. 3 mois plus tard, Éléonore fut condamnée à 5 ans de prison pour vol et extorsion. Les hommes qui avaient eu des aventures avec elle firent face aux conséquences dans leur propre mariage, certains divorçant, d'autres tentant de reconstruire la confiance perdue. Antoine continua à gérer son domaine avec la même dévotion que toujours, mais avec une nouvelle confiance en soi qui surprit tous ceux qui le connaissaient. Il était devenu une sorte de légende locale. L'histoire du fermier naïf qui avait accidentellement entendu la confession de sa fiancée et avait orchestré la vengeance parfaite se racontait dans les tavernes et les marchés de toute la région. Certains détails s'exagéraient à chaque répétition, mais l'essence de l'histoire restait intacte. Antoine avait démontré que la patience, l'intelligence et la dignité pouvaient être des armes plus puissantes que la violence ou la confrontation directe. 1 an après le mariage avorté, Antoine rencontra Carmen Leclerc, une jeune institutrice de 25 ans qui était arrivée au village pour travailler dans la nouvelle école primaire. Cette fois, Antoine prit les choses avec calme. Il passa des mois à connaître Carmen comme amie avant d'envisager toute relation amoureuse. Il parla avec les familles qu'il avait connues dans son village natal, vérifia ses références professionnelles et observa attentivement la façon dont elle interagissait avec différentes personnes dans diverses situations. Carmen se révéla être exactement ce qu'elle semblait, une femme honnête, travailleuse, intelligente et sincèrement intéressée à construire une vie stable avec quelqu'un qui partageait ses valeurs. Ils se marièrent 2 ans plus tard lors d'une cérémonie petite et intime, avec seulement les parents proches et les amis de confiance. Antoine ne fut plus jamais complètement naïf, mais il ne devint pas non plus cynique ou méfiant. Il avait appris à équilibrer l'ouverture émotionnelle avec la prudence intelligente, et cette leçon lui fut utile pour le reste de sa vie. L'histoire de sa vengeance contre Éléonore devint une mise en garde morale racontée aux générations futures, non pas comme une leçon de méfiance envers les femmes, mais comme un exemple de la façon dont la vérité, la patience et l'intelligence peuvent triompher de la manipulation et de la tromperie. Éléonore sortit de prison après avoir purgé 3 ans de sa peine. Elle ne revint jamais à Sainte-Cécile du Vallon, et les rumeurs sur sa vie ultérieure variaient considérablement. Certains disaient qu'elle avait quitté la région complètement, d'autres qu'elle avait tenté de s'établir dans des villes plus grandes où personne ne connaissait son histoire. Antoine y pensait rarement, sauf quand quelqu'un l'interrogeait sur les détails de ce fameux mariage interrompu. Quand cela arrivait, il souriait calmement et répondait qu'Éléonore lui avait enseigné l'une des leçons les plus précieuses de sa vie, que la vraie vengeance ne consiste pas à détruire celui qui t'a fait du tort, mais à construire une vie meilleure que celle qu'ils ont essayé de te voler. Et effectivement, Antoine construisit cette vie meilleure. Son mariage avec Carmen fut solide et heureux. Ils eurent 3 enfants qui grandirent au domaine des Fleurs Blanches,
et Antoine devint l'un des éleveurs les plus respectés de toute la région. Mais le plus important était qu'il avait conservé sa capacité à faire confiance et à aimer, sans permettre à la trahison d'Éléonore de transformer son cœur en quelque chose d'amer ou de fermé. L'église coloniale de Sainte-Cécile-du-Vallon conserve encore une petite plaque commémorative installée des années plus tard, non pas spécifiquement sur le mariage interrompu, mais sur l'importance de l'honnêteté dans les relations humaines. Les touristes occasionnels qui visitent le village demandent parfois l'histoire derrière la plaque, et les habitants locaux sont toujours disposés à raconter la légende du fermier qui a transformé la plus grande humiliation de sa vie en la victoire la plus complète. Et bien que les détails puissent changer selon celui qui la raconte, tous s'accordent sur une vérité essentielle, la dignité, l'intelligence et la patience demeurent les plus puissantes armes contre la trahison. Antoine Mercier vécut jusqu'à l'âge de 82 ans, entouré des siens et profondément respecté par toute la communauté de Sainte-Cécile-du-Vallon. Ceux qui l'avaient connu parlaient de lui comme d'un homme simple, juste et d'une sagesse tranquille, forgé non par les livres mais par les épreuves de la vie. Sur son lit de mort, quand un proche lui demanda s'il regrettait quelque chose, il eut un long silence, puis un sourire paisible effleura ses lèvres. « Non » répondit-il doucement. « Même l'histoire avec Éléonore je lui suis reconnaissant. Sans cette trahison, je n'aurais jamais appris à distinguer l'amour véritable de ses imitations. Il faut parfois tout perdre pour comprendre ce qui a vraiment de la valeur. » Depuis lors, l'histoire du fermier solitaire et de sa vengeance parfaite continue d'être racontée à Sainte-Cécile-du-Vallon. Elle se transmet de bouche en bouche, au coin du feu ou sur les places du village, comme une légende à la fois douce et amère. Un rappel que la justice ne vient pas toujours au moment où on l'attend, mais que lorsqu'elle arrive, à sa manière silencieuse et juste, elle peut apporter une paix bien plus profonde que la plus éclatante des vengeances. M.